histoire de bien se faire fumer à l'aéroport comme un bon pigeon. On vient tout juste d'arriver en Géorgie à la station de ski où on va passer à peu près une semaine pour le nouvel an. Je veux profiter de ce vlog avec ce format un peu détente pour faire une rétrospective de l'année 2023. Quels ont été les bons investissements, les mauvais, comment s'est comporté le business, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de moins bien. Faire un bilan global pour que tu puisses potentiellement apprendre également de mes erreurs là-dessus. Warren Buffett disait: c'est important d'apprendre de ses propres erreurs, mais pour avancer encore plus vite, il faut apprendre des erreurs des autres. Donc on va essayer de voir ça. Et ça va aussi me permettre d'introduire ma vision pour l'année 2024, ce que je pense, la façon dont les marchés vont évoluer, le business va évoluer, etc. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin pour ne rater aucune miette et récupérer toutes les meilleures astuces d'investissement que j'ai pu découvrir sur cette année 2023. La station de ski est fermée pour la première journée. On est en pleine tempête, on n'a pas reçu la valise, on est arrivé ce matin à 4 h du mat, mais la valise n'a pas été mise dans l'avion, ou elle n'a pas été sortie de l'avion, on n'en sait rien, quoi qu'il en soit, on va devoir attendre entre 24 et 48 heures, voire 72 heures pour avoir les affaires. Le séjour commence bien, tempête de neige, pas de visibilité sur la route quand on montait, c'était assez dangereux, beaucoup de neige, il faut y avoir 2 mètres de neige, je sais pas, c'est assez fou, ça va plus haut que les voitures sur le côté. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de neige. Bon, la petite chambre d'hôtel, vraiment petite, mais on va avoir la vue. Alors d'après la personne qui nous a vendu ça, on a une des meilleures vues du building. Vraiment sympa. La première grande leçon que j'ai tirée de 2023, à partir du moment où tu achètes une action, conserve-la minimum 3 à 5 ans avant de prendre une décision, même s'il y a un changement majeur dans l'entreprise, même si le cours s'effondre. Je vais te donner un exemple concret qui m'est arrivé avec une entreprise que je possédais. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, peut-être 2 ans et demi, je ne sais plus exactement quand, j'ai acheté des titres de Intel aux alentours de 50 $. Ma théorie ici était que l'entreprise connaît une mauvaise passe, certes, mais que les contrats qui sont sur le point d'avoir avec le gouvernement, enfin qu'ils étaient sur le point d'avoir avec le gouvernement et la pénurie de semi-conducteurs qu'il y avait à l'époque n'allaient pas vraiment les impacter sur du trop long terme, et donc ils allaient être capables de maintenir un dividende intéressant. Quand je l'avais acheté, je crois que le rendement du dividende était quasiment à 3%. Donc ils allaient être capables de maintenir ce dividende, même s'ils allaient avoir peut-être 2 ou 3 ans qui allaient être très compliqués et qu'après tout allait se remettre dans l'ordre. Donc j'ai fait mon achat autour de 50 et le prix s'est totalement effondré, hein, je pense que tu l'as vu. Intel est descendu quasiment à 25 $. Donc mon investissement est divisé par 2 et en plus de ça, dividende baissé je crois de 40 ou 60%. Donc rien qui va concrètement. Mais je n'ai pas revendu, ok, je n'ai pas revendu parce que ça ne sert à rien de revendre quand les marchés baissent. Ça n'a absolument aucun sens, et surtout qu'Intel, c'est quand même une grosse boîte, hein. Les gens oublient que Intel, c'est pas une boîte qui est née d'hier, c'est une boîte qui est grosse, qui a des gros contrats, qui a des bons centres de recherche et développement. Et donc là, ils ont baissé le dividende. Cet argent, ils ont pu l'investir dans de la recherche et du développement, dans du marketing, etc. Et ça leur permet de se relancer tranquillement. Et en 2023, donc cette année, l'action a fait plus 100%. Donc elle est passée de 25 $ à 50 $. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, en ayant attendu ces 2 ans et demi à peu près, je peux revendre Intel sans avoir de perte. Et donc, ça me permet d'avoir plus d'argent à attribuer à une entreprise qui sera potentiellement meilleure. Parce que le truc qu'on se dit, c'est que oui, mais le marché a baissé, ça ne sert à rien que l'entreprise commence à être un peu moins bonne, ça ne sert à rien que je laisse mon argent là-dessus. De toute façon, j'y crois plus trop. Je vais la louer ailleurs. Le truc en faisant ça, c'est que de 1, les marchés sont souvent irrationnels, c'est-à-dire ils vont de l'extrême avidité à l'extrême peur. Et là, pour Intel, on était dans l'extrême peur. Donc revendre quand on est dans l'extrême peur, ça fait pas trop de sens. Tu as plus de chances en gardant que ton titre remonte, que le titre baisse encore plus ou que l'entreprise disparaisse. On n'était pas sur un problème où Intel allait faire faillite, loin de là. Donc en revendant là, très bien, il faut trouver une autre entreprise dans laquelle on met son argent qui va mieux performer et qui va être meilleure. Et ça, c'est pas garanti que tu le trouves. C'est pas garanti que tu trouves une entreprise qui fasse son plus 100% comme l'a fait Intel sur 1 an. Il fallait trouver une autre entreprise qui fasse ça, et je te mets au défi d'avoir trouvé ça. Il y avait Nvidia, mais Nvidia était surévaluée. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui étaient sous-évaluées qui ont pu faire cette performance à ce moment-là. Donc la leçon que je tire avec, la grande leçon que je tire avec Intel, c'est de mettre toujours attendre 3 à 5 ans avant de faire une nouvelle transaction, c'est-à-dire de revendre ou de se séparer du titre si ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé, si notre théorie d'investissement de base n'est pas validée.
Donc vraiment, hein, sois patient à chaque fois que tu fais un investissement. C'est pas parce que ça va pas dans le bon sens que ça peut pas être possible. Et deuxième chose, tu vois bien que les marchés ont tendance à agir de façon vraiment très irrationnelle quand ça va trop dans un sens, trop dans l'autre. C'est pas parce que l'entreprise agit mal et que tu as d'autres entreprises surévaluées qui agissent bien qu'il faut que tu ailles sur les autres entreprises surévaluées. Il faut vraiment se sortir du graphique et aller sur la value. La grosse erreur que j'avais fait sur Intel, donc c'est une grosse leçon, c'est que j'avais pas analysé assez d'un point de vue value le titre. Ok, j'avais pas fait tous mes calculs value que je fais d'habitude, ce qui fait que j'ai acheté l'entreprise légèrement surévaluée à son juste prix, voire légèrement surévaluée autour de 50 $. Donc ça aurait été bien plus intéressant pour moi que je commence à rentrer, disons, autour de 30 $. Donc si j'avais fait un meilleur travail value, je serais rentré plus tard sur le titre et j'aurais pas eu cette période de 2 ans ou d'1 an et demi à peu près où j'étais en perte de quasiment moins 50% sur le titre. Donc voici les 2 grosses leçons que j'ai pu tirer grâce à ça. Et tu vas voir, il y en a plein d'autres qui seront intéressantes et que tu pourras sans doute appliquer dans ton portefeuille et qui t'aideront beaucoup dans la suite de la vidéo. La deuxième grande chose que j'ai notée sur l'année 2023, c'est qu'il ne faut absolument pas écouter les analystes. Ça, c'est quelque chose qu'on en entend beaucoup parler, surtout si tu lis des livres de finance, des livres de grands investisseurs comme Warren Buffett, Howard Marks, Charlie Munger, Jeremy Siegel, tous ces livres qui ont pu être sortis. Tous, ils te disent arrêtez d'écouter les analystes, arrêtez d'écouter les médias, arrêtez d'écouter ce que les gens pensent de ce qui va se passer dans l'année. Parce que la réalité, c'est que personne ne le sait et que personne n'a aucune idée. Pour te donner un exemple, je pense que tu l'as vécu aussi. Souviens-toi, début 2023, c'était quand même le chaos. Début 2023, les gens parlaient de récession. On avait des JP Morgan, Bank of America, etc. qui nous disaient qu'il y avait 90% de chances que la deuxième partie de l'année 2023, ce soit une grosse récession sévère, etc. Et deuxième partie de l'année 2023, on a dit la récession, finalement, elle aura probablement pas lieu. Et même en 2024, les chances sont quand même relativement faibles qu'elle ait lieu. Deuxième chose qui s'est passée, c'est, regarde, début 2023, on a eu faillite bancaire Crédit Suisse, faillite de la Silicon Valley Bank, on a eu plein d'autres trucs dans les cryptos qui ont fait faillite. On a quand même eu de sacrés mouvements et de sacrées choses qui auraient pu faire couler l'économie, qui auraient pu être des gros triggers. Et au final, ça a duré quoi? On a eu les bancaires qui se sont effondrés pendant 2-3 mois. Ça a eu quasiment que le secteur bancaire qui s'est effondré. Et dans le secteur bancaire, c'était surtout les banques régionales américaines qui ont pris cher en bourse, même si leurs chiffres étaient quand même bons. Donc il y a eu des très belles opportunités. Et finalement, les marchés ont fait une excellente année. Je crois que le S&P 500 sur l'année 2023, c'est quasiment plus 20% sur l'année. C'est donc une très très bonne année, là où tout le monde annonçait que cette année ça allait être très compliqué, que les gens n'avaient plus d'argent, que les gens n'étaient pas capables de vivre, que l'inflation avait été trop haute, que les gens allaient perdre leur travail, etc. Au final, les choses sur les marchés se sont bien passées. On n'a pas eu le krach que tout le monde prédisait, on n'a pas eu les mauvaises choses que tout le monde annonçait. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça, il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que ce que les analystes disent, la réalité c'est qu'ils n'en savent rien, qu'ils sont là juste pour faire de l'audience, ils sont là juste pour faire du clic, ils sont là juste pour vendre du papier et pour vendre une pseudo-connaissance à des gens qui n'ont pas de connaissance. Les analystes, c'est Warren Buffett qui disait ça, il disait que les prédictions données par les analystes donnent plus d'informations sur l'analyste en lui-même, donc sur sa personne, que sur l'analyse qu'il vient de donner. Ok ? Donc sur la prédiction en elle-même. Donc faites bien attention à ça, garde bien ça en tête et ne te dis pas que parce que tout le monde annonce qu'il va y avoir un krach, qu'il y aura un krach. Et n'oublie pas une chose, c'est que tous les ans, forcément, s'il y a quelqu'un qui annonce un krach, il y a forcément une année où il y aura un krach. C'est-à-dire que les marchés ne vont pas monter pendant 100 ans, tous les ans ils vont monter. Il y a forcément des années où ça va corriger, il y aura forcément des années où ce sera moins bien. Et donc, ils auront raison une fois de temps en temps. Donc il ne faut pas, juste parce que ces gens disent oui regarde là j'avais prédit en 2008 que ça t'est effondré, sauf que le mec en 2007 il avait prédit aussi, en 2006 aussi, en 2005, en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, enfin tous les ans il prédit que ça va s'effondrer, donc forcément il y a un moment où il va avoir raison. Donc vraiment garde ça en tête, les analystes n'en savent rien. Que les gens qui disent ça va monter, ils n'en savent rien, les gens qui disent ça va baisser, ils n'en savent rien, même s'ils ont l'air extrêmement compétents, même s'ils ont eu raison parfois dans le passé. Ok, les chiffres, c'est 60% des analystes ont tort. 60% des analystes ont tort, et on peut même mettre des prix Nobel d'économie, etc. là-dedans, c'est pareil, ils n'en savent rien, donc ne te fais pas avoir,
investis sur le long terme. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. 2022, 2023, 2021, pour moi, pas de différence. J'investissais tous les mois dans des actions qui reversent un dividende croissant et qui sont sous-évaluées avec des fondamentaux solides. Tous les mois, je fais ça et c'est comme ça que je considère que mon portefeuille me rapportera de jolis revenus passifs sur le long terme et surtout me permettra d'atteindre les objectifs que je veux atteindre en bourse. Je sais pas si pour vous c'était pareil, mais quand j'étais petit, quand je faisais du ski, mais jusqu'à longtemps, je pense que j'avais 13-14 ans, j'avais horreur des tire-fesses. Alors je sais pas quel est le vrai nom, moi j'ai toujours appelé ça tire-fesses. Mais impossible pour moi d'en prendre, je tombais tout le temps, je tombais. Donc à force, tu sais, quand tu es jeune, t'as plus envie de le faire, tu sais qu'à chaque fois tu vas tomber. Mais il y a des moments où t'as pas le choix, il y a certaines pistes où tu es obligé d'avoir ça. Et c'était vraiment un supplice pour moi. Bon, maintenant ça va, je peux les prendre tranquillement. Mais à une époque, c'était vraiment la galère. Est-ce que il y a d'autres personnes pour qui c'est toujours une galère de prendre ces trucs. Bon, j'en profite d'être dessus pour te parler d'une autre erreur que j'ai pu faire cette année. Alors je sais plus si je l'ai fait en 2022 ou 2023. Mais c'était d'investir dans une entreprise, c'était une REIT, donc une foncière cotée américaine, dans le domaine des hôpitaux. Ça s'appelle Medical Property Trust. Donc le ticker c'est MPW. Et j'ai fait deux erreurs avec cette entreprise. La première, c'est que j'ai acheté un peu cher. Je pensais qu'en achetant autour de 15 $ ou 13 $, je ne sais plus exactement, j'ai acheté déjà sous-évalué. Mais visiblement, les problèmes qu'ils étaient sur le point de rencontrer faisaient que même 15 $, ça restait quand même assez cher. Bon, il y avait un dividende intéressant, mais l'entreprise a complètement chuté. Je crois que je dois être à moins 55% dessus. Alors heureusement, je respecte mes règles de gestion, c'est-à-dire pas plus de 10% dans une entreprise, pas plus de 25% dans un secteur, mais ça fait quand même un peu chier quand tu as une entreprise comme ça. Certes, c'est 1% du portefeuille, mais ça chute. Et surtout là, je vois pas vraiment un avenir très radieux pour celle-là. Je considère vraiment plutôt que c'est une erreur. Alors peut-être dans 5 ans, ils vont se relever, hein. Ils ont quand même une bonne équipe, un bon management. Ils sont dans un domaine, les hôpitaux, qui, a priori, les gens ont besoin des hôpitaux. C'est pas un besoin qui va disparaître demain. Mais au prix où j'ai acheté, je pense que ça risque de prendre du temps avant qu'ils se relèvent. Ils ont baissé le dividende cette année. Vraiment, là, j'ai pas fait un bon travail. L'erreur principale que j'ai faite, c'était de ne pas étudier plus en profondeur les clients. Parce qu'ils ont des clients, notamment un ou deux gros clients qui doivent représenter 40 ou 50% du portefeuille, qui sont insolvables, qui sont en train de faire faillite, qui n'ont plus d'argent, qui ont à peine de quoi payer les loyers, etc. Et pour une REIT, si tu n'as pas les loyers, tu n'as pas de cash à reverser aux actionnaires et donc c'est assez emmerdant. Et je pense que c'est là où a été ma grosse erreur. Ça a été de ne pas analyser les clients. Donc vraiment, ce que j'en tire pour ça, c'est que pour les REIT, déjà de 1, c'est pas le même type d'analyse que les entreprises classiques, hein, c'est des entreprises un peu différentes. Plus de ça, elles ont l'obligation de verser 90% de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Ça, c'est important à comprendre. Et la chose qu'il faut absolument vérifier, c'est les clients. Il faut vérifier plus en profondeur les clients. Est-ce que les clients sont solvables? Est-ce que les clients sont en mesure de continuer de payer? Et ne pas trop investir dans des REIT, sauf si vraiment tu es un expert dans le domaine. N'investis pas dans des REIT où il y a une grosse concentration de clients. Essaie d'aller plutôt sur des REIT où tu vas avoir un portefeuille client assez large. Je pense notamment par exemple à Realty Income ou à Digital Realty Trust. Par exemple, Digital Realty Trust, je l'avais acheté pendant la baisse. Là, c'est une excellente performance. Alors, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire sur un an ou des trucs comme ça. C'est purement dû au hasard, entre guillemets. Mais dans l'idée, c'est des REIT qui ont tellement de clients. Par exemple, Realty Income, il me semble que le plus gros client représente 2 ou 2,5% du portefeuille. Donc, c'est absolument rien du tout. S'il s'arrête de payer, il en reste, c'est 2% de moins. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est remplaçable facilement. Donc il faut vraiment analyser ça, analyser les clients, surtout pour les REIT qui sont concentrés. Et bien sûr, ne pas acheter surévalué. Là, j'avais acheté, je pense, au juste prix, voire très légèrement sous-évalué dans les conditions au moment où j'ai investi. Mais si j'avais analysé les entreprises clientes, je me serais rendu compte que le prix que j'ai acheté, c'était potentiellement déjà un peu surévalué. Donc attention à ça. Pareil pour Realty Income, j'ai toujours pas investi dans cette entreprise, même si elle est très bonne, parce que je la considère encore assez surévaluée. Jusqu'à présent, on a surtout parlé des leçons que j'ai pu tirer, des erreurs que j'ai pu faire en 2023. Mais il n'y a pas eu que des erreurs. Heureusement d'ailleurs, hein, heureusement que je ne me traite pas que des boulets dans mon portefeuille. Il y a aussi quand même beaucoup de très belles entreprises qui ont très bien performé.
Je pense notamment à une qui a bien explosé cette année. Alors j'en avais une qui avait très bien performé en 2022, qui m'avait rapporté plus 100%. Une autre cette année qui est pareil, quasiment plus 100% sur l'année, plus 80%. Il s'agit de Cardinal Health dans le domaine de la santé. C'est des pharmacies, etc. Je donne le nom parce qu'elle a tellement augmenté aujourd'hui que ce serait quasiment con de commencer à rentrer maintenant. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour toi, si tu écoutes la vidéo, de là maintenant d'aller retaper Cardinal Health et de rentrer sur l'entreprise bêtement, même si elle est de bonne qualité. Enfin, il n'y a pas trop d'intérêt de rentrer dessus maintenant. J'ai eu deux, trois autres entreprises aussi qui ont très bien performé, notamment dans le domaine bancaire, des banques régionales que j'ai achetées en mars ou en avril suite au crack des banques. Hein, quand il y a eu la Silicon Valley Bank qui a fait faillite, j'ai saisi pas mal d'opportunités là-dedans. Ce qui fait que pendant un petit moment, mon portefeuille était assez représenté. Je crois qu'on était à 25 ou 24% du portefeuille qui était dans le domaine financier. Mais il y avait tellement d'opportunités qu'il fallait les saisir. Et ça me rappelle une chose, enfin ça me met en avant une chose, c'est qu'il y a toujours des opportunités sur le marché. Il y a toujours des sociétés intéressantes qui vont être sous-évaluées, qui vont être dans une mauvaise passe à un moment de leur existence. Et même si tous les marchés montent, là depuis le mois de novembre, hein, ça monte en flèche, il y a toujours des entreprises qui, elles, n'ont pas monter, qui ne montent pas ou voire baissent parce qu'il y a des inquiétudes autour, et c'est là justement qu'on va aller chercher les opportunités. C'est dans ces moments là qu'on va récupérer quelque chose. Donc globalement sur cette année 2023 je suis quand même assez content de mon portefeuille. Alors on n'a pas une performance qui a battu le S&P 500. D'ailleurs je te recommande bien de faire attention sur internet à tous ceux qui te disent oui cette année on a battu le S&P 500 ou cette année on l'a pas battu. Enfin sur une année ça veut rien dire. Un portefeuille ça se regarde sur minimum 5 à 10 ans. Tu peux pas tirer de conclusion sur une année. Donc ça me fait bien rire tous ces youtubeurs, ces financiers de Twitter, etc. qui ont deux de QI littéralement. Juste parce que en fait ils ont investi dans les GAFAM cette année, donc forcément ils ont battu les marchés parce que c'est les entreprises qui ont le mieux performé. Mais c'est sur un an. Ok, c'est sur un an, c'est-à-dire sur un an ils battent le marché, mais si tu prends leur portefeuille sur 5-10 ans ça produit rien, ou alors si tu le veux sur 5-10 ans il n'y a pas suffisamment d'historique parce que ça fait que 2 ans qu'ils investissent ou 3 ans, donc on ne peut pas le faire. Donc vraiment ne te fais pas avoir par ceux qui te disent vaut mieux que tu fasses ça, vaut mieux que tu fasses ça parce que regarde sur cette année moi j'ai battu le S&P 500, ou alors regarde le S&P 500, tiens cette année il fait 20%, moi j'ai fait 25%. Ça n'a aucun sens, vraiment je te le dis, ça n'a absolument aucun sens. Je t'invite à regarder un petit peu toutes les études boursières, etc. Tu ne peux pas te fier à une année pour tirer des conclusions de est-ce que les investissements sont bons, pas bons. Pour ça, il faut se donner rendez-vous dans 5 ou 10 ans. Là, on pourra vraiment se dire, ok, là j'ai merdé, là c'était pas mal, ça il faut l'améliorer, ça il faut le changer, etc. Bien sûr, c'est toujours intéressant de faire des bilans à la fin de chaque année pour voir sur quoi on peut s'améliorer, ce qui aurait pu être des erreurs, comme je fais assez régulièrement, mais ne t'attarde pas trop sur la performance de ton portefeuille, c'est vraiment quelque chose que tu dois voir sur le long terme, donc minimum 5 à 10 ans, et ceux qui te mettent vraiment des trucs sur un an, etc., c'est des abrutis, ok, c'est vraiment des abrutis pas possible, c'est juste là pour vendre, pour faire de l'affiliation, pour vendre ou je ne sais quoi, donc fais attention, ok, fais attention, ne te fais pas avoir sur du court terme avec du 1 an, etc. Bon, pour cet après-midi qui est notre dernière journée ici à Gudori, on a décidé de ne pas aller skier. La station commençait à se remplir depuis hier l'après-midi, il y a vraiment trop de monde, donc on a décidé de prendre la voiture pour aller visiter un petit peu aux alentours. Et j'aimerais faire un petit retour sur les Géorgiens. Je ne sais pas si c'est des Géorgiens, des Russes, les gens, parce que tout le monde parle russe ici. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est des débiles. Franchement, j'ai l'impression qu'on est entouré de débiles profonds qui ne sont pas capables d'utiliser plus d'1% de leur cerveau. Que ce soit sur la route, partout. Il y a des gens qui sortent de la route et qui rentrent sans mettre de clignotant, sans rien mettre. La façon dont c'est organisé. Pareil au restaurant, toujours, peu importe ce que tu prends, restaurant, supermarché, obligé de vérifier l'addition, de vérifier aussi ce que tu as payé avec ta carte et l'addition. Parce qu'à chaque fois, ils essaient soit de se rajouter de l'argent, soit de te facturer des trucs que tu n'as pas commandé. J'ai vraiment un mauvais feeling pour le moment avec la Géorgie là, sur cette semaine, en tout cas à Gudori, dans cette partie nord de la Géorgie, dans les montagnes. J'ai vraiment un très mauvais feeling. Demain, on va à Tbilissi, dans la capitale. Donc peut-être que ce sera différent, je ne sais pas. Donc c'est vraiment là, je cible sur cette partie. C'est mentalement très épuisant de dealer avec ces gens, de traiter avec ces personnes. Pareil, quand on est au ski, les gens qui s'arrêtent en plein milieu de la piste sans prévenir personne, au lieu de s'arrêter sur des côtés. Alors ceux qui tombent et qui sont au milieu de la piste, ils ne peuvent rien. Mais ceux qui skient et qui ne s'arrêtent pas sur les côtés, pareil, personne ne s'arrête sur les côtés, ça s'arrête en plein milieu.
Quand tu fais la queue pour aller quelque part, ils sont toujours en train d'essayer de te doubler. Tu es toujours en train de rappeler à l'ordre, les gens leur diraient je suis en train de faire la queue ici, arrête de doubler, fais la queue comme tout le monde. C'est vraiment, c'est insupportable. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Géorgie, vous avez eu ce même genre d'expérience, ou si c'est que dans cette zone de Géorgie, je ne sais pas. Parce que je ne veux pas apporter offense au peuple géorgien, hein. Peut-être que c'est que dans cette zone. Peut-être même que c'est les Russes qui viennent skier dans cette zone qui sont comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment pas un bon, feeling et ça me donne vraiment pas envie de revenir. Certes, c'était très beau, mais franchement, je pense que je reviendrai pas forcément dans cette zone, en tout cas pas d'ici peu. Et je comprends vraiment, quand je vois ça, je comprends pourquoi la Géorgie se bat pour entrer dans l'Union Européenne et je comprends pourquoi l'Union Européenne n'en veut pas. Vraiment, quand je vois la façon dont est foutu le pays, dont les gens se comportent, ça m'insupporte au plus haut point. Bon, enfin arrivé à Tbilissi, ça y est, le séjour commence à toucher à sa fin, on va visiter un peu la ville. Donc je vais en profiter pour te parler de mes prédictions pour 2024, comment je vois le marché boursier, comment je vois les choses avancer. Alors, j'aimerais vraiment te dire que les marchés vont monter ou même que les marchés vont baisser avec certitude, mais je pense que tu le comprends, surtout si tu me suis depuis un moment, je ne suis pas de ce genre et surtout que c'est impossible de savoir. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qu'il va se passer. Maintenant, quelles sont les indications ? Les indications sont qu'il y a de plus en plus de licenciements, notamment dans le domaine de la tech aux États-Unis. Et donc, globalement, partout dans le monde, les grosses boîtes tech suppriment des postes. Premièrement, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a plein de postes qui ne servent à rien. Ça veut dire que tous ces gens, c'est potentiellement des postes qu'ils ne pourront pas retrouver dans une autre boîte tech, etc. Donc, ça risque de faire un afflux massif de personnes qui cherchent du travail. On a d'autres boîtes également dans d'autres domaines qui ont licencié pas mal en 2023, qui risquent de continuer comme ça en 2024. Donc ça, c'est un point qui n'est pas super encourageant. Ensuite, on a pas mal d'indicateurs financiers qui nous disent que les marchés sont légèrement surévalués. On a des entreprises comme Apple qui vont taper leur all-time high, alors que pourtant, les bénéfices de 2023 ne sont pas meilleurs que 2022. Donc en gros, on achète plus cher quelque chose d'entre guillemets un peu moins bien, même si ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas correct à 100%, mais tu comprends l'idée. Donc pour 2024, en fait, moi je trouve que les marchés ont beaucoup explosé sous prétexte que les taux d'intérêt allaient commencer à baisser. Mais souviens-toi, en 2023, on avait déjà ce discours qu'à la moitié de l'année, les taux d'intérêt commenceraient à baisser. Il n'en a rien été, les taux n'ont fait que augmenter en 2023, ils n'ont jamais baissé. 2024, on est sur cette phase où les taux devraient baisser. Maintenant, il faut comprendre que quand on a un krach boursier suite à une hausse des taux d'intérêt, c'est souvent dans la période où on baisse les taux d'intérêt parce que l'économie a commencé à subir, l'économie est moins bien. Donc c'est là qu'on retrouve les problèmes et les krachs boursiers. Donc potentiellement, on va voir si est-ce qu'on aura oui ou non un atterrissage en douceur, est-ce qu'on aura oui ou non une explosion du taux de chômage en 2024. C'est ça, ça va être ça les enjeux. Et les marchés ont tellement monté en cette fin d'année 2023 que soit pour moi il y aura une correction en 2024, soit ce sera une année négative ou une année quasiment à l'équilibre. Franchement, je ne veux pas t'influencer avec ça dans la mesure où j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. On peut avoir un début d'année vraiment mauvais et une fin d'année exceptionnelle qui va tout casser. Tout comme l'inverse, on peut avoir un début d'année plutôt flat ou qui monte un peu et une fin d'année désastreuse. J'en sais rien. Maintenant, les signes ne sont pas forcément ultra encourageants non plus. Alors peut-être qu'on aura un atterrissage en douceur. Mais vu ce qui s'est passé, franchement, l'atterrissage en douceur, j'ai un petit peu du mal à y croire. Maintenant, je ne peux pas prédire le futur, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que même si je pense que 2024 ne sera pas forcément une excellente année boursière, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas investir tous les mois. Ma stratégie reste la même, j'investis tous les mois sans hésitation, sans manquer un mois, avec une grande discipline dans des entreprises qui ont un dividende croissant, des fondamentaux en croissance et solides et qui sont sous-évalués. Okay ? Donc, peu importe ce qui se passe, tous les mois, j'investirai dans ce type d'entreprise, donc dans les entreprises qui collent aux critères rentiers boursiers. Donc, voilà ce que je pense pour cette année 2024. Okay ? Je ne suis pas ultra positif par rapport à ça, mais ça ne change rien à ma vision sur le long terme, sur les 5, 10, 15 prochaines années.
Je vais continuer à investir, je vais continuer à troquer mon cash disponible contre des entreprises de qualité, contre des parts de business, parce qu'il vaut mieux avoir des actifs que du cash. Ray Dalio le disait, cash is trash. Maintenant, faites attention à pas faire des erreurs bêtes en 2024. Privilégier des entreprises de qualité et sous-évaluer. Pour moi, on va arriver dans une phase où les entreprises surévaluées vont vraiment prendre cher et vont vraiment, soit pour les meilleures qui sont de très bonne qualité, commencer à vraiment stagner, donc à plus apporter de performance comme elles ont pu le faire au cours des 10 dernières années, soit elles vont tout simplement se faire plomber. Donc débarrasse-toi des entreprises qui ne sont pas de bonne qualité et investis au maximum dans les entreprises sous-évaluées. C'est vraiment mon mot d'ordre pour 2024, la sous-évaluation. Bon, ça y est, je suis rentré de ces vacances en Géorgie. Je vais donc en profiter pour te faire un petit bilan de ce que j'ai pensé de ce pays, de ce voyage, etc. La première chose, c'est, on va parler de Gudari, hein, l'endroit où j'ai fait du ski. Donc, c'est la principale station de ski de Géorgie. C'est très sympa. On a eu de la chance. La semaine où on y était, il n'y avait pas grand monde. Par contre, les 2 derniers jours, ça s'est quand même bien rempli. J'ai bien aimé skier ici. La neige est sympa. Elle est un petit peu dure et moi, j'aime bien ça. Donc, ça, c'est cool. À la fin, on a eu quelques chutes de neige. Donc, en plus de ça, on avait une sorte de poudreuse très fine au-dessus. C'était incroyable. Maintenant, est-ce que j'y reviendrai? Pas forcément, parce que j'ai pas trop aimé les gens dans cette zone pour du ski en tout cas. Dans la station, les gens sont constamment en train d'essayer de doubler tout le monde, de gruger à droite à gauche. C'est assez énervant. Tu es tout le temps obligé de leur dire hey, attends, je suis en train de faire la queue, donc tu vas derrière, tu fais comme tout le monde. Également, et ça partout, hein, dans les restaurants, dans les supermarchés à la caisse, dans les files d'attente pour le ticket de ski, dans les files d'attente pour monter dans les remontées mécaniques, vraiment partout. Autre chose que j'ai pas trop apprécié, c'est que dans les restaurants, il faut toujours vérifier. Ils sont constamment en train d'essayer de te gruger. 2 ou 3 fois, j'ai dû me remarquer. La première fois, en fait, je l'avais pas remarqué, je l'ai vu quand j'ai reçu la note sur mon application bancaire le lendemain. Je me suis dit, attends, on n'a pas mangé grand-chose, comment ça se fait que je paye 60 balles? Normalement, ça aurait dû me coûter 30 ou 40 balles. Donc, ils m'ont rajouté des choses dessus. Ou encore, une autre fois, je suis en restaurant et le mec, sans rien demander, il s'ajoute un tips. Donc, en général, le tips, on le demande, ou soit moi, je le pose sur la table en cash, soit je leur dis, écoutez, ajoutez 10% sur le truc. Là, le service était vraiment mauvais et le mec s'ajoute un tips sans rien demander. Et au moment de me donner le ticket de la carte, il le met vite dans le truc, le ferme et limite prend le truc sans que je puisse voir combien j'avais payé. Et ça m'a vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas, de se dire que tu es tout le temps en train de devoir tout checker. Pareil pour la rente, louer les skis, le matériel pas terrible. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Maintenant, Tbilissi, j'ai trouvé ça très mignon comme ville. Pas du tout ce problème. En revanche, ici, les gens beaucoup plus sympas, j'ai trouvé. Pas en train d'essayer de t'arnaquer avec quand tu payes dans les trucs, même avec les petits commerçants, etc. Pas de problème quand tu fais la queue, personne n'est en train d'essayer de te doubler et tout ça. Donc Tbilissi, beaucoup mieux. Donc pour Gudari, je ne sais pas si c'est parce que c'est à la frontière avec la Russie. Ici, il y a beaucoup de Russes également. Je ne sais pas ce qui fait ça aussi, c'est parce que c'est des gens des montagnes. Mais ouais, j'ai pas un excellent... alors j'ai un très bon souvenir du séjour globalement, hein, parce que ça, c'est quand même des micro-moments dans la journée. C'est des moments où... T'en as pour 10 minutes maximum par jour où c'est des choses qui t'arrivent. Donc, c'est pas quelque chose qui vient gâcher un séjour, mais c'est quelque chose qui fait que c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un peu prenant mentalement. Et ça, c'est chiant, surtout quand on est très tatilleux comme je peux l'être. Donc, j'espère que ce vlog t'aura plu. S'il t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater de mes prochains vlogs, de mes analyses également boursières, parce que c'est l'essentiel de cette chaîne. Dis-moi également en commentaire ce que tu en penses, si tu es déjà allé en Géorgie, ce que tu en as pensé. Également, ce que tu pourrais me conseiller pour les prochains vlogs, comment l'améliorer. C'est pas un format que je maîtrise beaucoup, c'est que le second de la chaîne. Donc, je suis preneur de tous les conseils et toutes les recommandations pour améliorer ce genre de contenu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.